Bonjour et bienvenue à télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et c'est l'heure de Capitaine Canada, Scott Lizakowski, qui nous rejoint depuis Vancouver pour nous tenir au courant de l'actualité du marché boursier canadien. Scott est chef des actions canadiennes chez Phillips Hager et North, mais vous regardez également du côté des États-Unis, non? Un peu, mais nous nous concentrons surtout sur le Canada. Capitaine Canada, j'ai encore un peu de mal avec ce titre. C'est un peu ambitieux. Je me contenterai d'être votre porte-parole pour les marchés boursiers canadiens. Je serais ravi d'assumer ce rôle. Si je me souviens bien de mes bandes dessinées quand j'étais petit, Captain America et Superman étaient les super-héros les plus puissants. Capitaine Canada, lui, il était juste gentil, un type vraiment sympa. Il s'excusait d'être dans le chemin. Mais bon, le marché, lui, se porte bien. Bon premier semestre, Scott. Vous nous tenez au courant et on aime faire le point en cette période de l'année, dresser un bilan de mi-année. Vous étiez déjà avec nous au début de l'année et vous disiez que le premier semestre serait plutôt bon pour le Canada, que l'année serait globalement bonne et c'est exactement ce qui s'est passé. Et puis, il y a des secteurs dont je sais que vous étiez fan. Ils ont bien marché. Mais je vais vous laisser en parler, sinon à quoi bon? On n'a pas besoin de Capitaine Canada, on peut très bien se contenter de juste Capitaine Rondouillard. Ouais, celui qui hoche la tête. Exactement. Alors oui, l'année a bien commencé. Je viens de consulter les rendements cumulés depuis le début de l'année pour le TSX. Ils affichent une hausse de 11% à ce jour. Nous en sommes à un peu plus de la moitié de l'année. C'est donc un très bon début d'année. On le sait, la moyenne annuelle se situe autour de 7 ou 8%. Nous avons donc dépassé cette moyenne en seulement la moitié de l'année. L'année dernière, le Canada était en tête des marchés boursiers, mais cette année, il se contente de se maintenir au sein du groupe. Les États-Unis ont repris la tête. Je regarde les rendements en dollars canadiens. On sait que le dollar canadien a été un peu faible. Ainsi, ces rendements en dollars américains pour les marchés américains semblent même un peu meilleurs en dollars canadiens. Du point de vue de la composition sectorielle, ce sont les secteurs traditionnels qui dominent. Lorsque le marché canadien est en bonne santé, on s'attend à voir l'énergie, la finance, les matériaux. La situation est actuellement un peu mitigée pour le Canada, l'or étant en baisse, tandis que les autres segments du secteur des matériaux sont en hausse. Le secteur industriel commence à participer à la hausse. La configuration sectorielle typique est donc favorable au Canada. Le Canada a peut-être perdu un peu de sa diversité au cours du dernier trimestre, ces 3 derniers mois, à mesure que les valeurs orifères se sont corrigées. Certaines de ces actions ont baissé, et puis on observe une forte volatilité dans le secteur de l'énergie sur laquelle je pense que nous allons nous pencher un peu plus en détail. Aux États-Unis, on constate une vigueur continue des marchés américains et même à l'échelle mondiale, j'ai examiné l'ensemble des différents marchés boursiers, on observe des rendements à 2 chiffres. C'est intéressant. Hier soir, lors de notre barbecue estival, j'ai constaté que les gens sont inconstants en matière de rendement boursier. Lorsque les rendements sont bons, ils sont trop bons et les gens s'inquiètent d'un éventuel repli. Et lorsque les rendements sont mauvais, les gens sont frustrés parce qu'ils ne sont pas assez bons. Et donc, quand on repense à l'année dernière, 2025, qui a été une année très solide pour les marchés boursiers, en particulier au Canada, et on constate que cette tendance se poursuit largement. Autre point, quand on examine non seulement la répartition sectorielle des rendements, mais aussi la répartition entre la croissance des bénéfices et l'expansion des multiples. Ainsi, au cours des 2 dernières années, nous avons observé une certaine croissance des bénéfices, mais aussi une expansion des multiples. Cette année, jusqu'à présent, sur les 11% de rendement enregistrés par le TSX, nous observons une croissance des bénéfices de 16%. Mais celle-ci s'accompagne d'une légère compression des multiples. Un phénomène similaire se produit aux États-Unis. La croissance des bénéfices y est très forte, mais la compression des multiples vient en partie la contrebalancer. Ouais, ce qui nous ravit d'ailleurs, n'est-ce pas? Ouais, cela ne nous pose aucun problème. Les marchés sont très efficaces et très tournés vers l'avenir. Ainsi, l'année dernière, lorsque l'on constatait que les rendements boursiers étaient tirés par l'expansion des multiples,
On souhaitait voir cette croissance des bénéfices se confirmer. C'est exactement ce que nous observons aujourd'hui. De plus, les révisions à la hausse des estimations, c'est-à-dire des prévisions de croissance des bénéfices, sont également très solides. On entend donc dire que les marchés ont été très performants et donc il va forcément y avoir un recul. Il y a toujours des sujets de préoccupation sur les marchés boursiers et il y a certainement des éléments qui nous inquiètent sur le marché boursier canadien. Mais d'une manière plus générale, la croissance des bénéfices et ses prévisions sont très solides. Nous avons constaté que la croissance des bénéfices prévue pour le Canada est forte et qu'elle commence à s'accélérer. Il y a quelques petits freins dont je pense qu'il faut parler, notamment dans le secteur de l'énergie, en particulier pour l'or. Mais si l'on considère la croissance des bénéfices tant au Canada qu'aux États-Unis, on constate une forte croissance à deux chiffres. Lors de nos tournées de présentation, de nos réunions avec les clients au cours des derniers mois, nous avions évoqué une forte croissance des bénéfices provenant du secteur de l'énergie grâce à la hausse des cours du pétrole. Or, ceux-ci sont en train de baisser. Cela va donc constituer un léger frein. Nous avions également identifié un risque concernant la croissance des bénéfices de l'indice TSX, dont un quart ou un tiers provient du secteur aurifère. La dernière fois que nous nous sommes entretenus, nous avions indiqué que le cours de l'or se stabilisait, il était en phase de correction. Je ne sais pas comment décrire cette évolution, mais le prix est monté à 5 000 et oscille maintenant autour de 4 000. Et les révisions des estimations étaient encore positives la dernière fois que nous nous sommes entretenus. Aujourd'hui, nous constatons que cette dynamique évolue. Quand je parle des secteurs des matières premières, je garde toujours à l'esprit que les prix sont difficiles à prévoir. Je m'interroge donc toujours sur ce que font les autres. Les prévisions des analystes concernant le cours de l'or se situent probablement encore autour de 4 500 alors que le cours au comptant est inférieur. Au fur et à mesure que le temps passe, soit les analystes devront revoir leurs estimations de bénéfices à la baisse, soit le cours de l'or devra remonter. Je ne sais pas comment le cours de l'or va évoluer. Je soupçonne donc que les analystes vont rencontrer des difficultés pour maintenir leurs prévisions de croissance des bénéfices provenant du secteur aurifère. Il en va de même pour le pétrole, et je pense que nous approfondirons la question de l'évolution du marché pétrolier, mais les révisions des estimations concernant le pétrole vont se heurter à des difficultés. En ce qui concerne le cours de l'or, les multiples se sont resserrés à mesure que le cours baissait. Nous l'avons dit, on observe une expansion des multiples et on souhaite voir les bénéfices suivre cette tendance. Quand on se lance dans une diatribe de 5 à 6 minutes d'affilée en tant qu'invité sur cette balado, on espère voir l'animateur acquiescer à tout va. Et c'est donc ce que j'ai eu à faire. Je n'ai jamais autant hoché de la tête. Pour ceux d'entre vous qui sont abonnés sur YouTube, vous pouvez voir ma tête qui bouge. Et elle est d'ailleurs plus grosse qu'il y a 6 mois. Je grandis, tout comme les prévisions de bénéfices pour le TSX. Et vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous suivre partout sur toutes les plateformes où vous écoutez des balados. On adore accueillir de nouveaux abonnés. Je pense en avoir gagné beaucoup lors de ma tournée à Winnipeg cette semaine. Beaucoup de gens se sont abonnés. On continue donc de grandir et c'est génial. Merci à tous de continuer à nous écouter. Alors Scott, si on s'intéresse à l'or, on va commencer par là, puis on passera à d'autres secteurs. Quand je suis sur le terrain, on me pose beaucoup de questions sur l'or. Il a atteint un pic à environ 5 600 dollars américains. Il est descendu un peu en dessous de 4 000 à un moment donné, mais comme vous le dites, il oscille autour de 4 000 l'once, ce qui, il y a un an, nous aurait semblé formidable. Mais on parle désormais d'une correction. Et c'est ce genre de questions que les gens me posent. On parle toujours des conditions nécessaires pour faire grimper le cours de l'or. Et ces conditions étaient bel et bien réunies. Si nous parvenons à surmonter cette guerre, je pense que l'on pourrait assister à un retour à ce type de contexte. Une inflation légèrement supérieure à la normale, des taux d'intérêt toujours assez bas. On se retrouve avec un taux d'intérêt réel négatif ou très faible. Certaines banques centrales continuent d'acheter de l'or dans une stratégie des pays du BRICS et la production augmente. Il y a un léger déséquilibre entre l'offre et la demande. Le dollar américain qui s'est montré très fort est une conséquence de la guerre. On peut toutefois s'attendre à ce qu'il s'affaiblisse au cours des prochaines années.
Alors, les conditions sous-jacentes seraient donc réunies, ou ai-je peut-être raté quelque chose à ce sujet? Et une fois qu'on commence à laisser s'échapper un peu d'air du ballon, il faut attendre un certain temps avant qu'il ne se regonfle, disons. Ouais, les matières premières en général sont complexes et l'or l'est particulièrement, car plusieurs facteurs peuvent le rendre attractif et tout dépend desquels. Vous en avez mentionné un bon nombre. Je ne veux pas éluder la réponse ni la question, mais notre approche consiste à dire qu'on ne le sait tout simplement pas. Parfois, il vaut mieux savoir ce que l'on ignore. Lorsque l'on ne sait pas, nous n'avons pas d'opinion tranchée. C'est utile lorsque nous construisons nos portefeuilles. Je pense que je me concentrerai sur ces facteurs défavorables et favorables au cours par rapport aux révisions des estimations. Le cours de l'or a donc subi une correction. Il s'est corrigé à un niveau qui reste relativement élevé. L'autre chose que je dirais, c'est que prévoir le cours de l'or relève largement de la macroéconomie. Et ce sont là des discussions, des réflexions intéressantes que nous devons avoir et dont nous devons être conscients. Mais en fin de compte, nous sommes, nous, des sélectionneurs de titres. Nous voulons examiner les fondamentaux de l'activité réelle de l'entreprise. Il y a donc plusieurs façons d'analyser cela. Premièrement, il faut tenir compte des dérivées secondes. Le cours de l'or est élevé, mais pas autant qu'auparavant, et il est probablement inférieur aux prévisions des analystes. Il en résulte donc une dynamique dans laquelle soit le cours de l'or doit augmenter, soit les estimations des analystes doivent être revues à la baisse. En général, les actions ne se comportent pas bien lorsque les révisions des bénéfices ou les estimations sont revues à la baisse. C'est donc le premier point à court terme. Deuxième point, à moyen terme, certes, les cours de l'or ne sont plus aussi élevés qu'auparavant, mais ils restent tout de même à un haut niveau. Et si l'on constate les fondamentaux d'une société orifère, celle-ci vend des onces au cours de l'or, qu'il s'agisse du cours au comptant, du cours en vigueur ou de tout autre prix convenu contractuellement. Elle a ensuite sa structure de coûts. Il faut tenir compte de leurs coûts d'exploitation, de leurs impôts, des intérêts, ainsi que des dépenses d'investissement d'un maintien nécessaires pour exploiter leurs mines existantes. Alors on fait la différence entre ces deux éléments, on additionne tous les coûts et on soustrait le prix de l'or. La différence correspond à leurs bénéfices. Ainsi, même si le cours de l'or a baissé par rapport à des sommets, il reste relativement élevé et bien supérieur à leur structure de coûts. Ces sociétés orifères génèrent donc un flux de trésorerie disponible important, ce qui crée une dynamique intéressante pour les actions. D'un côté, on observe une révision à la baisse des estimations et une baisse potentielle du cours de l'or, ou du moins une consolidation, si ce n'est d'une correction complète. Le cours de l'or baisse, mais les estimations sont revues à la baisse. Cela va donc constituer un léger frein pour les actions, mais les sociétés sont vraiment rentables en ce moment. Nous en avons probablement déjà parlé précédemment à cette émission. Je veille toujours à ne pas être de ceux qui disent « cette fois-ci, c'est différent ». Mais il existe une nuance dans le comportement des sociétés orifères et des producteurs dans ce contexte par rapport à ce qu'ils ont fait dans des contextes antérieurs. Dans les contextes précédents où le cours de l'or était élevé, le comportement typique des producteurs et des sociétés orifères consistait à augmenter leur production, à extraire autant d'or du sol que possible et à vendre à ce cours élevé. Or, ce que nous observons aujourd'hui, c'est une approche différente où elles font preuve de plus de discipline dans la gestion de leur capital. Ainsi, elles n'augmentent pas leur production, ne se lancent pas dans des fusions-acquisitions pour reconstituer leurs ressources. On observe quelques cas de ce type, certes, mais leur discipline consiste avant tout à ne pas rechercher la croissance de la production. Elles se concentrent sur leur bilan. Elles maintiennent une structure de coûts solide, elles redistribuent du capital aux actionnaires, ce qui est une attitude très bienvenue pour nous, investisseurs à long terme, car la difficulté pour les investisseurs à long terme et fondamentaux dans le secteur de l'or, c'est qu'il s'agit d'un secteur vraiment complexe. On y produit une matière première que personne n'utilise réellement. Le pétrole, le cuivre, l'uranium, la potasse, nous avons bien des utilisations pour ces matières. L'argent aussi. Mais l'or n'a pas d'utilisation industrielle majeure, ce qui rend la situation difficile à cerner. De plus, de nombreux facteurs macroéconomiques influencent son cours. À cela s'ajoute le comportement peu discipliné des sociétés elles-mêmes. C'est un contexte difficile pour un investisseur fondamental à long terme. Nous nous réjouissons donc de les voir s'orienter un peu plus vers cette approche disciplinée, ne pas courir après la croissance, réfléchir mûrement à l'allocation de leur capital et redistribuer une partie de ces bénéfices excédentaires aux actionnaires.
La part du secteur aurifère au sein du TSX a atteint 15%, voire peut-être 16%, et elle est désormais redescendue à 11%. Je pense que de nombreux gestionnaires de portefeuilles canadiens déplorent le secteur aurifère en raison de sa difficulté à prévoir et de sa volatilité. Mais s'il s'agissait simplement d'une activité minière classique liée aux matières premières, où certes le prix de la matière première est difficile à prévoir, mais où les entreprises font preuve de discipline dans la gestion de leur capital et où il s'agit de bons investissements à long terme que l'on peut détenir. Je ne pense pas que toutes les sociétés aurifères se comportent ainsi, mais certaines des plus grandes, celles de meilleure qualité, adopteraient cette discipline. Je m'en réjouis. J'ai besoin de plus d'actions dans lesquelles investir au Canada, même si elles proviennent d'un secteur plus volatile. Nous saluons cette discipline et trouvons cela rafraîchissant que ces entreprises changent de comportement. Nous avions reçu Sarah Nielsen il y a quelques mois et nous devrions l'accueillir à nouveau dans les prochaines semaines. Elle est responsable des actions nord-américaines chez RBC Gestion mondiale d'actifs. Je crois que nous l'avions reçue en mars et elle expliquait que si l'on comparait les actions aurifères au cours de l'or, compte tenu de la structure des coûts dont vous parlez, les sociétés aurifères avaient déjà été récompensées par une hausse des multiples bien plus importante que les sociétés énergétiques. Elles étaient donc bien plus vulnérables à une baisse du cours de l'or que les sociétés énergétiques, lesquelles, pour une raison ou une autre, ne semblaient pas avoir été récompensées pour ce qui aurait pu être des prix plus élevés. Et puis, même lorsque les prix ont augmenté, on a observé un léger rebond, mais celui-ci s'est produit en amont. Elles ne sont pas vraiment allées très loin, même lorsque le pétrole a atteint 120 dollars le baril. C'était donc l'une des raisons pour lesquelles le secteur de l'art a connu des difficultés. Et puis, vous dites qu'il a atteint un certain niveau dans le haut de la fourchette de la composition du TSX, 15 ou 16%, ce qui est bien supérieur à la normale. Et comme je le dis aux investisseurs, et d'ailleurs vous l'avez mentionné, à quoi sert l'or exactement? Ma femme s'empressera de répondre qu'elle adore ses bijoux en or. Je suis sûr que votre femme aussi. Mes filles l'adorent. Nous sommes voués à acheter de l'or, mais nous n'en achetons pas en vrac. Selon vous, alors, à combien s'élève le coût de production d'une société aurifère typique au Canada? 2000 dollars l'once? 2500? Ouais, si l'on prend tout en compte, leur capital d'entretien, leurs coûts d'exploitation, les dividendes, l'impôt sur les bénéfices, les intérêts, tout ce genre de choses, oui, ça se situerait probablement dans cette fourchette. Il y a beaucoup de marge de baisse et ces sociétés restent rentables. Ne vous méprenez pas, si l'or atteint 2500 dollars, ces actions vont baisser un point c'est tout. Mais ce qui m'intéresse vraiment en ce moment, c'est la croissance prévue des bénéfices pour le TSX. Elle devrait dépasser les 20% en 2026 avant de se stabiliser autour de 10% en 2027. Je prends un peu, comme je l'ai dit, 20 à 25% de cette croissance proviennent du secteur aurifère. Nous commencerons donc à observer des révisions à la baisse. Nous avons déjà constaté quelques révisions des estimations et nous en verrons probablement d'autres dans le secteur de l'énergie à court terme. Mais je pense qu'une évolution plus intéressante se profile dans le secteur de l'énergie à moyen et long terme. C'est toutefois la seule chose dont je tiens compte. Ces révisions d'estimation vont peser sur la croissance des bénéfices du TSX. Et je tenais à conclure ce point en soulignant que les aléas liés à l'énergie et à l'or risquent de freiner la croissance des bénéfices, notamment le chiffre global de la croissance des bénéfices. Mais je ne pense pas que quiconque s'attende à ce qu'une croissance des bénéfices de 22% ou de plus de 20% pour le TSX soit un chiffre reproductible ou durable. Cependant, lorsque nous étions en tournée au printemps dernier, ce sur quoi j'essayais vraiment d'attirer l'attention des gens, c'était cette idée qu'au cœur du marché, les secteurs de l'industrie, de la consommation et des banques, les bénéfices ont été solides. Je suis sûr que nous en parlerons à un moment donné, mais il s'agit du reste du secteur financier. Cela représente une part importante du marché. Certes, le Canada est vraiment tiré par l'énergie et les matières premières, mais si l'on y réfléchit bien, c'est le cœur du marché. Dans le secteur technologique, on prévoit une croissance des bénéfices à 2 chiffres pour ce secteur. Donc, oui, il y aura des hauts et des bas, un peu de bruit autour de l'or et du pétrole,
Mais le cœur du marché, la croissance des bénéfices provenant du cœur du marché ou du reste du marché, avance plutôt bien dans une fourchette de 10 à 15 ce qui est plutôt encourageant. Oui, j'allais justement conclure sur un point que j'ai partagé avec de nombreux investisseurs cette semaine en parlant de l'or, car je pense que cela est lié à ce que l'on observe aux États-Unis, avec certaines de ces valeurs liées à l'IA, et en particulier les semi-conducteurs ou les puces. À long terme, ce sont les fondamentaux qui déterminent la valeur d'un actif. Si l'on part du principe que la valeur d'une once d'or devrait correspondre au coût de production, à disons 2200 $ ou 2500 $, quelque part dans cette fourchette, et qu'on en est à 5600. Mais on l'a dit, il ne sert à rien. En réalité, le cours augmente parce que quelqu'un est prêt à payer 5601 $ pour cela, ou 5700, ou quel que soit le niveau qu'il atteindra. À un moment donné, les fondamentaux comptent. Quand on atteint un niveau complètement fou, personne ne va vous payer plus. Et on a en quelque sorte vu la même chose se produire avec le Bitcoin ou avec des actions du secteur des semi-conducteurs ou du stockage qui ont grimpé de 600 à 700 au cours des 12 derniers mois. Oui, ce sont de bonnes entreprises qui font des bénéfices, tout comme une once d'or a une certaine valeur, mais on arrive à une valorisation qui est tellement éloignée des fondamentaux qu'à un moment donné, le ballon se dégonfle. Et si vous tenez ce ballon, si vous avez sauté dessus au plus haut, la chute peut être assez rude. Pour en revenir au pétrole, j'étais en train de jouer au golf avec un ami qui aime bien les actions pétrolières. Et il m'a dit, Dave, je vais vendre toutes mes actions pétrolières quand la guerre sera finie. C'était il y a quelques semaines, avant que la guerre n'en arrive là où elle est aujourd'hui, mais il est certain que les cours du pétrole ont chuté et je lui ai répondu pas si vite. Comme je le disais et Sarah le soulignait également, les entreprises énergétiques canadiennes font un travail phénoménal dans la gestion de leur structure de coûts. Bon, je vais vous laisser la parole, c'est vous l'expert. Ces entreprises peuvent-elles encore s'en sortir? Oh oui, on ne s'ennuie jamais dans ce secteur du marché, ça c'est sûr. Il y a beaucoup d'agitation et de bruit. J'essayais de trouver comment décrire ça à nos auditeurs tout en restant simple, en pensant à nos mamans qui nous écoutent et en me disant que je ne veux pas qu'elles éteignent la radio en se disant que c'était trop compliqué. Mais il y a une chose que je trouve particulièrement fascinante. Avant la fin de la guerre, et je ne suis pas sûr qu'elle soit réellement terminée, mais encore une fois, c'est trop compliqué pour moi de m'y retrouver, mais avant ce soi-disant cessez-le-feu, le discours sur le pétrole était qu'il allait rester cher plus longtemps, qu'on allait en manquer et tout ça. Et puis, cet accord a été conclu et tout à coup, on allait crouler sous le pétrole. Le discours a beaucoup changé, il a basculé si rapidement en très peu de temps. En tant que simple observateur et acteur du marché, j'ai trouvé cela tout simplement fou de voir à quel point ce revirement a été rapide et radical. Mais j'imagine que c'est comme ça que fonctionne le marché de nos jours. Le sentiment passe d'un extrême à l'autre. Donc, l'une des choses que je fais en tant qu'investisseur, c'est d'essayer de prendre un peu de recul par rapport aux fluctuations quotidiennes du sentiment à ce sujet. L'autre point auquel nous réfléchissons, et une étude intéressante a d'ailleurs été publiée cette semaine là-dessus, c'est que sur les marchés de l'énergie, il existe un décalage important entre ce que l'on observe au niveau du prix au comptant et ce qui se passe dans les autres segments du marché de l'énergie. Et le cours au comptant va être sujet à de nombreuses fluctuations. Tout le monde le voit lorsqu'il ouvre le journal ou allume son téléphone sur Bloomberg ou le Wall Street Journal. On regarde le cours du pétrole, le contrat à échéance la plus proche. C'est le cours au comptant. Cela nous donne beaucoup d'informations sur la direction à prendre et cela va influencer le sentiment des investisseurs ainsi que les cours des actions. Nous devons donc en être conscients. Mais il faut garder à l'esprit que les entreprises ne vendent pas tout leur pétrole ce mois-ci. Elles disposent de réserves qu'elles vendront au cours des prochaines décennies. Nous devons donc nous interroger sur la forme de la courbe et il existe des dynamiques entre l'offre et la demande qui influencent le contrat à échéance la plus proche par rapport à la position de la courbe. Ainsi, si nous prenons un peu de recul devant tel ou tel événement qui s'est produit, le contrat à échéance la plus proche reflète l'offre et la demande actuelle.
Et nous devons garder à l'esprit qu'il existe un marché physique et un marché financier. Je n'ai pas vérifié ces chiffres récemment, mais le marché financier est nettement plus important que le marché physique. Par exemple, vous, moi et nos auditeurs pouvons négocier des contrats à terme sur le pétrole, que ce soit via un FNB ou même un compte dédié au contrat à terme, mais aucun d'entre nous ne prend physiquement livraison de pétrole brut. Vous ne vous faites pas livrer 1000 barils devant la maison que vous avez acheté parce que le prix vous convenait. Il y a donc le marché physique face au marché financier. Le marché financier est bien plus vaste et une partie de celui-ci relève de transactions commerciales réelles où un producteur se couvre. Mais il y a aussi les spéculateurs. Ces personnes parient sur l'évolution du prix du pétrole. Cela va donc générer beaucoup de fluctuations sur le contrat du mois en cours et sur l'ensemble de la courbe des prix. L'autre élément à prendre en compte, ce sont les actions. Ces sociétés disposent de réserves de pétrole pour 20 ans ou plus. Elles vont produire pendant une longue période. Nous n'envisageons donc pas vraiment d'évaluer ces actions à 100, comme c'était le cas au plus fort de la guerre, ni à 60, 65 ou 70, comme c'est le cas aujourd'hui. Et nous n'allons certainement pas les évaluer à moins 26, comme cela a été le cas pendant quelques instants lors de la pandémie. Il faut dissocier tout cela. Si vous observez la courbe à terme, celle-ci a augmenté pendant le conflit puis a baissé, mais elle s'est stabilisée à un niveau de prix plus élevé. C'est une bonne chose. Vous avez probablement donné un bon conseil à votre ami sur le terrain de golf en lui disant de ne pas tout vendre, car même si les prix baissent, le prix à long terme se stabilise à un niveau plus élevé. L'autre point que je voudrais souligner, c'est que nous pouvons réfléchir au prix au comptant du pétrole, mais que nous devrions également tenir compte du prix implicite qui découle des produits raffinés. Et c'est là que j'essayais de réfléchir à la manière d'expliquer cela simplement. J'ai dit que vous n'allez pas prendre livraison d'un baril de pétrole. Le pétrole ne sert à rien, ni à vous, ni à moi. Si votre pote vous disait merci Dave pour le conseil sur le terrain de golf, je vais déposer un baril de pétrole devant chez vous et vous l'offrir gratuitement, vous diriez, eh bien, ça ne me sert à rien. Vous n'allez pas le transformer en essence dans votre garage pour le mettre dans votre voiture. Ça n'a pas d'utilité directe, mais ça a de la valeur parce que c'est un bien. Ce qu'il faut faire, c'est le transformer en quelque chose à utiliser. Vous n'avez peut-être pas besoin d'un baril de pétrole, mais vous pourriez avoir besoin d'essence ou de kérosène. Vous prenez souvent l'avion, vous avez donc certainement besoin de kérosène ou de diesel. L'économie a besoin de produits raffinés. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est que le prix au comptant du pétrole pour le mois le plus proche a considérablement baissé, mais que le marché des produits raffinés n'a pas connu une correction aussi importante. Il s'est quelque peu corrigé, mais certainement pas autant, probablement seulement de moitié environ. Plusieurs raisons expliquent cette situation. Premièrement, lorsque nous avons traversé cette période de perturbation, les raffineries n'avaient pas accès au brut. Nous avons donc puisé dans nos stocks. Rappelez-vous toutes ces inquiétudes. Il n'y a pas si longtemps, les gens craignaient que leur vol en août en Europe soit menacé d'annulation faute de carburant. Nous avons oublié tout cela. Ce risque est peut-être moindre aujourd'hui, mais le risque actuel réside dans la baisse des stocks. Ainsi, nos stocks de produits raffinés, l'essence, le diesel et le kérosène se situent en dessous de la moyenne à long terme. Nous devons donc les reconstituer et c'est pourquoi nous avons indiqué que la réouverture du détroit d'Ormuz allait exercer une certaine pression sur le contrat à échéance la plus proche. Mais nous devons tout de même reconstituer les stocks. Il y a d'abord la réouverture, puis le réapprovisionnement. Nous devons réapprovisionner les stocks de produits. Nous devons reconstituer les réserves stratégiques de pétrole qui ont été mobilisées pour atténuer une partie de cette pression. Ce que nous observons en ce moment, c'est le prix implicite. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais si l'on examine le prix de tous les produits raffinés, on peut calculer le prix implicite du pétrole à partir de ces marchés de produits raffinés et ce prix implicite sur les marchés des produits raffinés est nettement plus élevé. J'ai vu cette semaine une analyse qui avançait un prix implicite proche de 90 $. Ainsi, ces raffineurs vont probablement être très rentables à court terme car ils maintiennent les prix des produits raffinés à un niveau élevé tout en reconstituant leur stock, alors que leur matière première, le prix du pétrole du mois le plus proche, est faible. Les marges de raffinage vont donc être très élevées. Ainsi, pour les entreprises qui sont des raffineurs directs ou au Canada, ce que l'on appelle des producteurs intégrés qui combinent une production pétrolière et une raffinerie, on peut s'attendre dans ce contexte à ce que les bénéfices soient assez solides.
C'est donc un élément dont nous tenons tout à fait compte. Et quand les gens disent que la guerre étant finie, le prix du pétrole a pas mal baissé, je peux me retirer, je pense en réalité que ce n'est que la première étape. L'étape suivante consiste à reconstituer les stocks de produits raffinés et pour ce faire, les stocks étant très bas, les prix des produits raffinés sont élevés, ce qui implique un prix du pétrole bien plus élevé. C'est une perspective constructive pour ce que j'appellerais le moyen terme, en tout cas. Mais prenons un exemple concret. Si je regarde le prix de l'essence à la station-service du coin, il a grimpé en flèche dès le début de la guerre, alors que les prix de l'énergie et du pétrole commençaient à monter en flèche. Il monte comme une fusée, mais il redescend comme une plume. On se demande pourquoi. Le cours du pétrole est en baisse, alors pourquoi cela ne va-t-il pas se répercuter sur le prix de l'essence? En réalité, ce sont les détaillants individuels ou les entreprises qui exploitent des stations-service qui fixent les prix à la pompe, mais ceux-ci ont tendance à baisser plus lentement. Et cela se passe dans la vie réelle, pas dans le monde de la production. C'est là que l'on constate la différence car je peux voir le cours au comptant du pétrole, mais je peux aussi me rendre à ma station-service locale et constater que le prix n'a pas baissé autant que celui du pétrole. Ouais, j'ai demandé à IA comment expliquer cela le plus simplement. L'IA m'a donné un exemple que vous, Dave, allez sans doute apprécier, le prix des grains de café. Le prix des grains baisse, mais pas celui du café latte au café du coin. Je ne sais pas si c'est un exemple pertinent, mais voilà l'idée. Peut-être que l'exemple n'est pas si pertinent, car si quelqu'un dépose un gros sac de grains devant votre porte, vous allez savoir quoi en faire, vous allez transformer ces grains de café en quelques minutes, et probablement très bien, j'imagine. Ce n'est peut-être pas le meilleur exemple. Peut-être que ce serait plutôt la farine et le pain, si le prix de la farine a baissé, mais que celui du pain n'a pas changé. C'est la chose que nous surveillons de près. Et puis, dernier point, comme vous l'avez dit, cela pourrait être bénéfique pour les producteurs canadiens, car leurs entreprises se portent très bien. Avec le pétrole à 100 dollars, ces gens-là gagnent beaucoup d'argent, et même à 60 dollars le baril, ils gagnent également beaucoup d'argent. Ils ont travaillé dur pour maintenir leur structure de coûts à un niveau bas et ont fait preuve de rigueur dans la gestion de leur capital. Leurs bilans sont en excellente santé. Donc, le dernier point, et je pense en avoir longuement parlé la dernière fois, je ne m'étendrai pas trop là-dessus, nous venons de traverser une décennie de sous-investissement. Et cet événement, cette guerre en Iran, est en quelque sorte un signal d'alarme pour le marché mondial de l'énergie. La question n'est pas tant de savoir si nous disposons de suffisamment de pétrole à l'échelle mondiale pour satisfaire la demande, mais plutôt d'où provient le pétrole, comment parvient-il sur le marché, qui est votre contrepartie? Le Canada a le potentiel de jouer un rôle intéressant car nos entreprises, les producteurs de pétrole, sont en bonne santé financière. Nous disposons de nombreuses réserves. Les indices de durée de vie des réserves sont en baisse sur la plupart des marchés, mais au Canada, en raison de la nature des sables bitumineux et du type de réserve dont nous disposons, celle-ci est très longue. Nous bénéficions donc d'une longue durée de vie de nos réserves. Nous disposons d'une capacité excédentaire en matière d'oléoducs. Les oléoducs font la une. Nous venons d'avoir le Stampede de Calgary, ce qui a donné lieu à quelques annonces supplémentaires. Les oléoducs font la une. Je plaisantais avec l'équipe l'autre jour. On annonce des oléoducs comme Oprah distribue des livres. Vous avez droit à un oléoduc et encore un autre, et c'est formidable car nous savons que ces projets ont été difficiles à réaliser et je soupçonne toujours qu'ils le resteront. Mais vous avez vu beaucoup d'annonces et je ne miserai pas sur l'une d'entre elles en particulier, sauf pour dire que d'une manière générale, on observe une augmentation de la capacité de transport du pétrole canadien. L'une des annonces les plus importantes concerne un projet plus local, le pipeline Trans Mountain, qui a déposé une demande d'extension, qui a lancé un appel d'offres ouvert et a obtenu l'autorisation du port de Vancouver pour augmenter sa capacité. C'est donc un projet vraiment important car il s'agit d'étendre un pipeline existant qui, sans descendre jusqu'aux États-Unis, permet d'accéder à la côte et aux marchés mondiaux. La situation est donc favorable pour le Canada. Je pense que nous sommes bien avancés dans le mandat de notre nouveau premier ministre. Auparavant, nous aurions dit que les discours sont bons, mais nous aimerions voir des actes concrets. Je pense que nous voyons ces actions se concrétiser.
Je ne suis pas allé au Stampede, mais d'après ce que j'ai compris, la communauté sur place se sentait plutôt bien ou avait une vision positive quant à la suite des mesures prises par le gouvernement et les autorités de régulation. Et si l'on considère le Canada, c'est un producteur dont les coûts sont relativement bas à l'échelle mondiale, avec des réserves à longue durée de vie et de bons partenaires commerciaux. Nous sommes sans aucun doute un partenaire géopolitiquement plus sûr pour le secteur énergétique mondial. Je pense donc qu'à court terme, les prix au comptant vont fluctuer. À moyen terme, le prix du pétrole devra augmenter pour permettre le renouvellement des stocks de produits. Et à long terme, je pense que le Canada a un rôle à jouer en tant que fournisseur énergétique mondial pour permettre une diversification par rapport à ces régions du monde plus sensibles sur le plan géopolitique. Mesdames et messieurs, c'était Capitaine Canada. Et non Scott Lizakowski qui vient de s'exprimer. Vous brandissez le drapeau et nous en avons beaucoup parlé dans plusieurs épisodes. Il semble que le Canada commence à tirer parti de certains des atouts dont il dispose. On ne fera pas de politique à cette émission, comme toujours, mais on aimerait beaucoup voir l'économie canadienne en tirer parti. C'est l'une des questions que m'a posé un auditeur lorsque j'étais de sortie l'autre jour. Quelqu'un avait un jeune fils qui est sur le point de terminer ses études universitaires et qui se penche sur le marché de l'emploi, ce qui est quelque peu décourageant pour les jeunes de nos jours. Une meilleure conjoncture économique et un peu plus de croissance aiderait sans aucun doute cette nouvelle génération. Ce serait une bonne nouvelle. Je suis donc toujours ravi quand vous enfilez votre cape, arborez le grand C sur votre poitrine et commencez à parler de ça. Et terminons par ce dont Capitaine Canada parlerait toujours, surtout s'il travaillait pour une banque. Parlons des banques, car les banques canadiennes ont connu une année exceptionnelle. Excellente. Oui, comme je le disais, c'est le premier sujet, le cours des actions bancaires. Comme le dit le vieil adage, les gens ne supportent pas la prospérité. Ces résultats sont trop beaux pour être vrais. Du coup, ils se plaignent quand ça va mal et ils se plaignent aussi quand ça va trop bien. Les performances des banques canadiennes ont été pour le moins spectaculaires et il y a peut-être lieu de s'inquiéter. Il ne faut pas se contenter de se réjouir de la forte progression des cours. Cela s'accompagne de certains facteurs. L'un d'entre eux est une valorisation qui reste élevée, certainement supérieure à la moyenne à long terme et qui se rapproche probablement de la fourchette haute de leur cours historique. Il faut donc en être bien conscient, ce qui signifie simplement que les attentes sont vraiment élevées. Quand les gens se demandent ce qui se passe, je pense que le problème avec les banques, c'est qu'il y a plusieurs facteurs déterminants et Stu a très bien su les décortiquer. Je vais reprendre ce qu'il dit. En somme, il existe plusieurs facteurs de croissance des bénéfices pour les banques et on ne les verra jamais tous jouer en même temps. Mais nous sommes et avons été dans une période où plusieurs d'entre eux sont à l'œuvre. Quand on y réfléchit, la croissance des prêts, les marges d'intérêt nettes, l'activité sur les marchés des capitaux, la gestion de patrimoine aussi, qui occupe une place importante au sein de notre banque et qui prend aussi de l'ampleur dans d'autres banques, ce sont là les principaux moteurs de la croissance des bénéfices bancaires et ils se portent tous plutôt bien en ce moment. Nous avons vu les chiffres de l'emploi ce matin. Vous avez évoqué les perspectives en matière d'emploi. Le taux de chômage a légèrement baissé. Je sais que la croissance du PIB a connu quelques trimestres irréguliers, mais je laisserai à Éric Lasselle le soin d'en parler. Il s'agit toutefois d'un phénomène passager et nous constatons une légère baisse du taux de chômage. L'économie est donc globalement solide et tous nos moteurs tournent à plein régime. L'inconnu, l'élément des résultats bancaires qui préoccupait les observateurs était le crédit et au cours des 6 à 12 derniers mois environ, nous avons constaté que si l'on se base sur les provisions pour perte sur créance comme indicateur, le crédit a vu ses provisions augmenter puis commencer à se stabiliser. Et les équipes de direction des banques, lorsqu'elles publient leurs résultats trimestriels,
prévoit que l'environnement de crédit et les provisions pour perte sur créance ont atteint leur pic et devraient commencer à s'améliorer. Si l'on considère la façon dont le marché perçoit les banques, on voit tous ces éléments qui se portent vraiment bien. Je le vois et je l'apprécie, mais le crédit reste un gros problème. C'est probablement ce qui vous inquiéterait le plus chez une banque, car si les clients ne peuvent pas honorer leurs obligations de remboursement, les pertes sur créance qui en découlent anéantissent vos bénéfices et tous les autres éléments positifs. Le marché se dit donc que le crédit pourrait poser problème, lorsque nous commencerons à voir les provisions pour créances douteuses et l'environnement de crédit se normaliser, et cela se fait progressivement, ce n'est pas un mouvement en une seule fois, puis une baisse, lorsque nous verrons ce pic et cette normalisation, je pense que ce sera à ce moment-là que le marché pourra se dire, d'accord, si je suis moins inquiet au sujet du crédit, je peux revenir à ses aspects positifs et je pourrai constater la croissance des bénéfices. Il y a un indicateur que nous et beaucoup d'investisseurs bancaires suivent de près, c'est le résultat avant impôt et avant provision. Cela permet de faire abstraction de certains bruits de fond dans les chiffres. Et si l'on examine ces premiers moteurs de bénéfices, que font-ils? D'une année sur l'autre, ces résultats avant impôt et avant provision sont en hausse de plus de 20%. Tous les moteurs tournent donc à plein régime. Or, si l'on fait abstraction du crédit et que l'on y pense bien, on se dit que les provisions que les banques ont constituées pour des prêts potentiels qui ne seront pas remboursés vont commencer à être reprises et réinjectées dans le résultat net. Le marché s'exclame alors, bon sang, j'ai une forte croissance des bénéfices et en plus, les provisions reviennent dans le résultat net. Et en plus de cela, l'autorité de réglementation bancaire a demandé aux banques de supprimer une partie des réserves de fonds propres qu'elles avaient mises en place. Je ne sais pas si c'est favorable à la croissance, mais le simple fait de lever l'une des contraintes pesant sur les banques leur permet d'accroître la croissance des prêts, d'augmenter les dividendes et redistribuer une partie de ces bénéfices excédentaires aux actionnaires qui souhaitent racheter davantage d'actions. Je pense donc que c'est le marché qui anticipe en partie ces bonnes nouvelles. Pour conclure, j'ai évoqué ces moteurs de la croissance des bénéfices. Ils tournent tous à plein régime. Je le répète toujours, vous et moi travaillons pour une banque. Nous savons qu'elles se font fortement concentrer sur les coûts, car tous ces moteurs n'ont pas toujours tourné à plein régime ces 2 dernières années, en particulier à la sortie de la pandémie. Les marchés des capitaux ont été plutôt atones. Aujourd'hui, nous assistons à une belle reprise. L'activité de gestion de patrimoine devrait tirer parti de la reprise du marché. Nous étions donc dans une période d'endiguement des coûts. Ainsi, lorsque ces moteurs de croissance des bénéfices et du chiffre d'affaires agissent de manière plus positive sur une structure de coûts qui a été maîtrisée, nous appelons cela un effet de levier opérationnel positif. L'effet de levier opérationnel, oui. On constate une amélioration des marges et c'est un autre point positif. Donc, quand on réfléchit aux facteurs qui déterminent la valorisation d'une action, ce sont la croissance et ses marges de rentabilité. Et le marché a déjà largement anticipé tout cela. Maintenant, je ne vais pas dire que tout va parfaitement bien. Le marché a largement anticipé ces éléments et bon nombre de ces bonnes nouvelles sont déjà intégrées dans le cours des actions. Ces facteurs de croissance des bénéfices, tant que l'économie tient le coup et qu'on n'observe pas de vacillement, il y a encore des sujets de préoccupation à ce sujet, que ce soit l'inflation ou le commerce qui continuent de faire objet de discussion. Mais tant que nous n'observons pas de ralentissement économique, de faiblesse, ou que ces récessions trimestrielles techniques ne se transforment pas en quelque chose de plus significatif, ces moteurs de croissance des bénéfices resteront en place. Le crédit devrait s'améliorer ou se normaliser. Il est difficile pour les actions, notamment celles des banques, de surperformer de manière significative compte tenu de leur niveau de valorisation actuel, mais nous pourrions les voir fluctuer ou peut-être simplement évoluer latéralement à mesure que la croissance des bénéfices se normalise et se poursuit. Je ne veux pas dire pour l'instant que la situation est différente et il y a toujours des raisons de s'inquiéter dans le secteur bancaire, mais je pense qu'on peut se dire que c'est pour cela qu'elles se sont montrées si solides, parce que les fondamentaux sous-jacents ont été bons et que certaines inquiétudes commencent à s'estomper. Je pense donc que c'est ce qui anime les actions bancaires. Autre chose, ces 2 derniers mois, et là encore les marchés l'auraient flairé depuis un moment, mais cela pourrait être une bonne nouvelle pour l'avenir, pour un groupe de professionnels de l'immobilier. Si l'on regarde certains chiffres du marché immobilier, on constate que le reste du Canada, en dehors de Vancouver et de Toronto, a commencé à se porter un peu mieux.
Bon, l'Alberta a connu une situation un peu particulière et est toujours décalée en raison de sa dépendance à l'égard d'un seul et même secteur. Mais pour le reste du marché, je me suis rendu à Winnipeg, à Ottawa, à Montréal, à Québec, ainsi que dans les provinces de l'Atlantique. Tous ces marchés immobiliers se portent plutôt bien depuis un certain temps. On commence à voir un regain sur les marchés immobiliers de Toronto et de Vancouver. Cela vous aide à réduire vos pertes sur créances et vous offre l'opportunité de développer davantage un volet de votre activité qui affichait des performances en baisse depuis quelque temps. C'est donc un autre aspect positif des banques. Et puis, j'aimerais penser que nous allons commencer à voir les dividendes s'améliorer légèrement, car la hausse du cours des actions a eu pour conséquence de faire baisser les rendements liés aux dividendes. Or, c'est un facteur important pour beaucoup de personnes qui investissent dans les banques canadiennes. Oui, je crois que toutes les banques ont mis en place des programmes de rachat d'actions assez solides. Compte tenu des valorisations, je pense qu'elles doivent probablement se montrer un peu plus prudentes, et on observe cela également dans le secteur de l'énergie, quant à l'intensité avec laquelle elles souhaitent procéder à des rachats d'actions et à ces niveaux de valorisation. Il vaudrait peut-être mieux redistribuer ces fonds sous forme de dividendes ou bien les réinjecter dans l'activité en les réinvestissant dans la croissance des prêts ou en développant certaines de leurs activités sur les marchés des capitaux, ce genre de choses. Donc oui, je pense que les rachats d'actions au sein d'une banque deviennent probablement un peu plus délicats à mesure que les valorisations grimpent. Mais il y a un excédent de capital au sein des banques, surtout si l'on exclut le crédit de l'équation. Cette réserve a été supprimée, ce qui permet désormais de libérer ce capital. Mon opinion personnelle est que la suppression de cette réserve de capital a pour but de permettre aux banques de réinjecter ces fonds dans l'économie afin de stimuler la croissance des prêts. Nous savons que la Banque du Canada est limitée dans ses moyens d'action, qu'elle a joué son rôle et qu'elle doit gérer l'inflation, en particulier dans le contexte actuel où les cours du pétrole sont menacés. Je pense que le signal envoyé est que nous allons supprimer l'une de ces contraintes de fonds propres de votre modèle économique et l'attente est de réinjecter ces fonds dans l'économie et relancer l'activité. Voilà donc comment j'interprète les raisons qui motivent la suppression de cette réserve. Eh bien, Scott, cela fait environ 45 minutes. Excellent résumé. 45 minutes bien employées pour les auditeurs qui ont ainsi pu bénéficier d'une analyse approfondie et détaillée de ce qui s'est passé au Canada au cours du premier semestre. Pour l'avenir, nous continuons d'observer une très forte croissance des bénéfices, une économie qui recèle un réel potentiel, ainsi que certains secteurs prometteurs, dont certains tournent déjà à plein régime. Nous avons donc une vision plus positive de la situation et nous apprécions toujours cela. Nous avons également connu un beau parcours lors de la Coupe du Monde. Avez-vous assisté à l'un des matchs à Vancouver? Non, comme cela a été largement rapporté, le prix d'entrée était assez élevé et le mois de juin est également une période très chargée chez moi. L'atmosphère était fébrile, je vous l'ai peut-être déjà dit, je vais au travail à vélo la plupart du temps et mon itinéraire passe par Falls Creek. Et si vous avez vu les images à la télévision, ils ont transformé le Science World en un ballon de foot géant. C'était le point d'entrée des supporters pour se rendre au stade. Je passais donc devant tous les jours. Il y avait beaucoup de touristes. D'ailleurs, pour en revenir à l'économie, je pense que la Coupe du Monde devrait donner un petit coup de pouce à notre économie ce trimestre. Beaucoup de touristes, beaucoup de gens qui se prenaient en photo devant ce ballon de foot géant. J'ai reçu beaucoup d'amis venus assister au match et ils m'ont dit que l'expérience était géniale. On a donc vraiment apprécié d'être en ville avec tous ces visiteurs. Et l'autre jour, quand la Colombie a affronté la Suisse, c'était le dernier match ici à Vancouver, les supporters colombiens, c'était la folie. Vous avez vu les images, ils ont envahi la ville. Je me suis demandé d'où viennent tous ces Colombiens. Je ne pensais pas qu'il y avait une si importante communauté colombienne à Vancouver. Mais il y avait clairement des visiteurs et c'est toujours agréable à voir. Il y avait de l'excitation dans l'air. On a passé un bon moment et non, le Canada n'a pas tout à fait obtenu le résultat escompté, mais je pense que c'est un progrès et qu'on continue d'avancer petit à petit. Ça a donc été formidable.
J'ai pu voir le match du Portugal à Toronto. J'étais entouré d'une bande de supporters colombiens qui pensaient que c'était la Colombie qui allait jouer à la place du Portugal. Et ils sont allés à Dallas pour voir le Portugal perdre. Ma femme est portugaise. Les auditeurs réguliers le savent. Scott, je vais juste conclure là-dessus. Pour tous ceux qui se rendent à Dallas et qui aiment le café, j'ai enfin pu aller chez Cultivar Coffee à Dallas, l'un des meilleurs cafés modernes de tous les temps. Donc, si jamais vous passez par Dallas, sachez que ça a été à la hauteur de mes attentes. Cultivar est l'endroit où il faut aller. Et pour obtenir d'excellentes informations sur les marchés canadiens, c'est à cette émission à télécharger avec Scott Lezikowski. Scott, merci de nous avoir rejoints une nouvelle fois et on se reverra dans quelques mois. Merci de m'avoir invité. Dave, prenez soin de vous. La présente balado a été préparée par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., RBC GMA, aux fins d'information à la date indiquée seulement. Elle n'a pas pour objet de fournir des conseils juridiques, comptables, fiscaux, financiers, liés au placement ou autres, et ne doit pas servir de fondement à de tels conseils. RBC GMA prend des mesures raisonnables pour fournir de l'information à jour, exacte et fiable, et croit qu'elle l'est lorsqu'elle est communiquée. Nous vous invitons à consulter votre conseiller avant de prendre des décisions fondées sur les renseignements qui figurent dans le présent contenu. Toutes les opinions correspondent à notre jugement et peuvent être modifiées sans préavis. Les renseignements présentés ici sont fournis de bonne foi, mais sans responsabilité légale. RBC GMA se réserve le droit à tout moment et sans préavis de corriger ou de modifier les renseignements ou de cesser de les publier.